proposition des métiers sur le tricastin. Ce groupe Orano, fortement implanté dans la région sud-est, s'investissent quotidiennement. Orano est un acteur essentiel de la filière. Les activités minières en recyclage, en passant par la transformation des rameaux, Orano fournit des prestations innovantes et fortes valeur ajoutée aux électriciens du marché. C'est 254 métiers au sein d'une filière attractive au cœur des enjeux énergétiques. Nous recrutons prioritairement dans 4 domaines: la production-exploitation, la maintenance, le démantèlement et la radioprotection. Nous accompagnons des femmes, des hommes, de niveau technicien et ingénieur, grâce à des parcours d'intégration et de formation tout au long de leur vie professionnelle. Je ne peux pas vous parler de Orano sans vous parler de nos politiques d'alternance. Au périmètre de la région sud-est, nous accueillons plus de 200 alternants et une quarantaine de stagiaires chaque année. C'est une véritable expérience professionnelle, un vrai job, valorisable en tant que tel. 1 an, 2 ans, 3 ans pour certains. Rejoindre Orano, c'est accéder à la 3e filière industrielle française, où l'innovation est partout, avec 50 ans d'expertise industrielle, à la fois au cœur des territoires et ouvert sur le monde. Nous exploitons et développons des technologies de pointe et explorons de nouvelles opportunités de croissance. Intégrer Orano, c'est rejoindre 16 000 collaborateurs, des femmes, des hommes, passionnés pour ce qu'ils entreprennent, engagés pour le climat, qui contribuent à produire au quotidien une électricité bas carbone, fiable et compétitive. Bien, écoutez, bonjour à tous. On est ravis d'être parmi vous aujourd'hui. On vous a présenté cette petite vidéo. Là, vous avez une chance extraordinaire, vous avez le même en vrai. Donc, on va pouvoir revenir, évidemment, parce que ça va très vite. Il y a beaucoup d'informations. Et ce moment qu'on va passer ensemble, il est important, notamment parce que vous êtes, pour certains, probablement rentrés dans le Parcoursup. C'est le moment d'émettre ses vœux, ses choix. On ne sait pas toujours ce qu'on a envie de faire. Bon, et pourtant, on verra, il y a des choses à portée de main dans le quartier, ou pas très loin du quartier. Donc, c'est ce qu'on se propose avec Madame Gomez, qui est à mes côtés et qui est responsable de recrutement au sein de mon secteur. Et puis, pour me présenter de nouveau, donc moi je suis Bruno Girin, je suis directeur de l'emploi et de la formation pour tout le périmètre sud-est chez Orano. Tout le périmètre sud-est, c'est d'une part la plateforme du Tricastin, qui est un peu plus haut dans la Drôme. C'est également le bassin de Marcoule, sur lequel on se trouve aujourd'hui. Et puis, au-delà de ça, on a aussi un champ d'action sur des sites un peu plus éloignés, notamment sur Narbonne, sur notre établissement de Malvésie, et à Cadarache, qui est plutôt du côté de Aix-en-Provence. Bon, tout ce petit monde, ça représente 5500 salariés au périmètre sud-est, donc autant vous dire un beau collectif. De façon plus globale, pour revenir sur Orano dans son ensemble, nous sommes aujourd'hui donc 16 000 collaborateurs dans le monde, sachant que les 3 quarts sont implantés en France. Donc, ayant en tête, donc, on représente 12 000 salariés en France, et si vous m'avez suivi, dont 5 500 sur le périmètre du sud-est. Alors,
Bon, j'imagine que parmi vous, certains ont bien identifié ce qu'était Orano. Pour autant, pour le rappeler, donc, Orano est un acteur essentiel de la filière nucléaire, avec une expertise, et ça, c'est pas neutre au jour d'aujourd'hui, parce que ça fait partie quand même des sujets de société qui sont beaucoup débattus, notamment sur la partie environnement. Donc une industrie bas carbone, qui, vous le savez, est essentielle à la lutte contre le réchauffement climatique. Donc, petite touche environnementale au passage, notamment pour les générations que vous représentez, je pense que c'est important de le souligner. Alors, nos activités, on les a balayées très rapidement, je vais revenir dessus. J'ai envie de dire assez simplement, déjà, il ne faut pas nous confondre avec nos cousins germains que sont EDF et CEA. Je dis pourquoi il ne faut pas nous confondre. EDF, en fait, est un de nos clients principaux, et c'est EDF qui produit l'électricité. Nous ne sommes pas en direct producteurs d'électricité, nous sommes fournisseurs des électriciens dans le monde, et fournisseurs d'EDF en particulier. Donc, qu'est-ce qu'on fournit plus précisément? La matière qui sera positionnée dans les centrales et qui va délivrer de l'électricité sur l'ensemble du territoire. Alors, pour faire ça, quelles sont nos activités? Je vais essayer de rester assez schématique et assez simple. La matière valorisable, à l'origine, c'est l'uranium. Donc, l'uranium, c'est quoi? C'est un métal. C'est un métal qu'on extrait à l'état de caillou, on va dire, si je veux être un peu péjoratif. Et ce caillou, va falloir lui faire subir un certain nombre de transformations. On retenait dans nos activités qu'essentiellement on est une industrie de transformation, en fait, puisque par des procédés chimiques, on va passer de l'étape de caillou, pour reprendre mon image de tout à l'heure, à un produit plus sophistiqué qui va permettre, dans notre process de transformation, qui va nous permettre d'arriver jusqu'à la fabrication du combustible. Et ça, c'est pas très loin d'ici, parce que ça se fait sur le bassin de Bagnoles, ça se fait sur Mélox. Donc la fabrication de petites pastilles de combustible qui sont engainées dans ce qu'on appelle des crayons, assemblés. Et c'est ce produit qui, au final, est livré aux électriciens. L'histoire ne s'arrête pas là. Comme une pile, ces assemblages, ils ont une durée de vie dans les centrales, 3-4 ans, selon l'énergie qu'on y associe. Et la particularité aussi, vous voyez, toujours deuxième touche écolo, c'est qu'on a la possibilité de récupérer dans ce combustible usé, qui est passé en réacteur, tout un tas de matières valorisables. Et quand on récupère cette matière, le combustible usé, on récupère 96% d'uranium, 1% de plutonium. En plutonium, ça ne fait pas partie des tables, ce n'est pas un produit à état naturel. 1% de plutonium, et puis, vous en avez forcément entendu parler là aussi, là aussi, je vais les intituler, je ne sais pas si c'est une meilleure façon de les intituler, mais tout ce qui n'est pas valorisable, et ce qu'on pourrait apparenter à des déchets, qui sont eux stockés, entreposés, contrôlés, avec une durée de vie qui est valable. Donc, ayez quand même en tête, là aussi, notre préoccupation, d'une manière générale pour la planète, mais aussi une industrie qui assume son recyclage avec la récupération de la matière. Alors, je vous ai dit, le plutonium, ça n'existe pas à l'état naturel, là aussi. C'est une matière qui est valorisable, et notamment dans la fabrication d'un combustible. Alors, pour faire simple aussi, qu'on pourrait intituler de deuxième génération, mais qu'on appelle le combustible MOX, et qui est fabriqué là aussi sur l'établissement de Mélox à proximité. Voilà, donc là, j'ai balayé assez rapidement l'ensemble de nos activités. Après, je ne veux pas oublier non plus les périphériques de nos activités, puisque autour de nous gravitent, là aussi dans notre groupe, des activités qui sont essentielles.
Je vais citer bien sûr le transport et la logistique, puisque la matière, donc, elle est transportée d'établissement à établissement dans un process. Hein. Donc, transport logistique. Alors, dans des containers qui sont là aussi très spécifiques, hein, c'est des produits qui sont extrêmement surveillés, comme vous pouvez l'imaginer. L'ingénierie. Donc l'ingénierie, on a aussi à proximité sur notre établissement de Bagnols-sur-Cèze un de nos établissements, donc Orano Projet. Donc l'ingénierie, c'est quoi? C'est d'une part, il a bien fallu les fabriquer, ces usines. Vous avez vu dans ce petit film que l'échelle de nos entreprises, l'échelle de nos ateliers, c'est conséquent. Et tout ça, bien évidemment, avec des contraintes extrêmement fortes en matière de sécurité et de sûreté. Donc l'ingénierie, elle est là pour concevoir les usines, elle est là aussi pour les modifier et pour apporter aussi tout ce qu'on peut faire en matière d'investissement. Forcément, quand on est sur ce type d'industrie, vous imaginez bien qu'on investit quand même très grandement dans la rénovation de nos outils de production. Et puis, je n'ai pas cité le petit dernier, mais qui s'avère, en tout cas au périmètre sud-est, à l'inverse, un des plus pesants, c'est l'assainissement démantèlement, qui est une activité donc, qui se développe depuis maintenant un certain nombre d'années. Moi, j'ai été DRH d'une de ces sociétés pendant 6 ans. L'assainissement démantèlement, c'est qu'à un moment, alors, hormis le fonctionnement des usines avec la nécessité, là aussi pour prendre des images simples, de nettoyer les installations, de récupérer de la matière, mais c'est aussi des démantèlements beaucoup plus lourds, c'est-à-dire qu'à partir du moment où une installation est arrivée à la fin de sa vie, il faut d'abord la nettoyer complètement, enlever toute la matière, et puis la démonter. Voilà, donc ça c'est l'activité assainissement démantèlement, et c'est une activité sur le périmètre sud-est où on recrute énormément. On recrute à peu près 200 CDI tous les ans sur l'activité assainissement démantèlement. Bon voilà, donc vous voyez, au-delà de l'activité propre industrielle, on a aussi des périphériques qui pèsent tout autant et qui sont implantés sur le territoire. Je peux me permettre juste une petite interruption. J'ai vu dans le film défilé, et je pense que vous-même aussi, vous parliez de 400 CDI, je crois, et CDD. Alors, pour donner quelques chiffres précis. Ça, c'est toujours très intéressant. En matière de recrutement, donc effectivement, on y a en tête qu'on recrute au périmètre sud-est élargi, tel que je voulais présenter pour commencer. 400 CDI, 100 CDD. Un sujet qui devrait vous passionner, un minimum vous intéresser, 200 alternants tous les ans, et une cinquantaine de stagiaires. Voilà, ça c'est effectivement les données d'entrée. Donc nous faisons partie, au niveau territorial, des gros recruteurs du quartier. Voilà. Au-delà de l'activité, il faut vraiment que vous ayez en tête que le nucléaire, c'est pas de l'improvisation. On a plus de 50 ans aujourd'hui d'expertise sur le sujet. À partir du moment où la décision politique a été prise de faire une filière énergétique nucléaire, donc 50 ans d'expertise. Et si on est toujours là, j'ose le dire, c'est parce qu'effectivement, on a toujours été à la pointe en matière de maîtrise, de sécurité et de sûreté. On n'est pas tout seul à faire ça. Hein. Là aussi, pour être simple, j'ai envie de vous dire, il y a un gendarme du nucléaire qui s'appelle l'autorité de sûreté, donc qui vient régulièrement, et quelquefois, et souvent, même trop souvent pour nos exploitants, de façon inopinée, faire des inspections et s'assurer que la façon dont on fonctionne et les modifications qu'on fait sur nos installations sont bien conformes et en toute sécurité. Et la sécurité et la sûreté, c'est un de nos fondamentaux. Et je dirais que ça fait partie de notre ADN. Bon voilà, pour la présentation du
pour la présentation du groupe, de façon très générale. Est-ce que vous avez des questions, des interrogations, des surprises? Est-ce que Orano, ça vous cause déjà? Ça devrait, parce que si ça se trouve, d'ailleurs, je le dis, certains membres de vos familles, pour ne pas dire votre famille elle-même, travaillent sur nos sites. Et moi, je ne sais pas, il y a une question qui me viendrait à l'esprit comme ça, en entendant les propositions de poste. La question que j'aimerais poser, c'est comment faire? Ouais, voilà, comment faire pour appeler un jeune homme? Ouais. Oui, je voudrais savoir si vous faites des habilitations. Si on fait quoi? Des habilitations. Alors, les habilitations, oui, alors j'y reviendrai aussi. Hein, je suis qu'au début de mon discours. La formation chez Orano, bien évidemment, c'est fondamental. C'est-à-dire, pour rentrer dans un établissement chez nous, d'abord, il faut montrer pas de blanche. Autant appeler un chat, d'avoir une habilitation, une enquête. Parce qu'effectivement, on ne peut pas rentrer chez nous comme dans un moulin. On est dans un contexte sécuritaire national qui est un petit peu tourmenté, on va dire. Ça, c'est la première chose. Et puis au-delà de ça, effectivement, vous pouvez apprendre des tas de choses à l'école. Vous pouvez avoir une expérience professionnelle. Pour autant, pour répondre à votre question, en matière d'habilitation, il y a ce qu'on pourrait appeler là aussi simplement un permis de conduire. Pour entrer dans l'environnement nucléaire. Il y a un certain nombre de fondamentaux à connaître. Et puis, en fonction de son poste, bien évidemment. Si on est électricien, il y a aussi matière à avoir des habilitations. Si on est conducteur de chariot automoteur, il y a besoin d'avoir des habilitations. Si on se promène sur des ponts, il y a besoin d'avoir des habilitations. Tout ça est dérouillé, bien évidemment. Sinon, vous ne pouvez pas bosser. Donc oui, on fait de la formation. Et de la formation, j'y reviendrai au-delà même du réglementaire, des obligations, et de façon très conséquente. Oui, je voulais apporter une précision, que ce soit très concret pour vous. On a parlé des grands domaines, des grands secteurs d'activité. Pour donner un exemple, si on prend le cas de nos usines, alors on va citer Melox qui effectivement est ici à proximité de nous, mais on retrouve la même chose, on a plusieurs usines sur le site du Tricastin, un petit peu plus au nord. On a vraiment, j'allais dire, 4-5 grands métiers sur lesquels... C'est moi? Normal. Sur lesquels, effectivement, voilà, vous pouvez être amené à réfléchir. Donc, ces métiers-là, c'est les métiers de la production-exploitation. C'est quoi de la production chez nous? C'est conduire à distance des installations qui sont très automatisées. Okay, donc, on est effectivement dans ce type d'industrie où on n'est pas 8 heures au pied des machines, on est en salle de conduite, on pilote à distance, et puis par moment, on a besoin de faire des gestes au pied des machines. Ça, c'est les métiers de la production. Après, on a les métiers de la maintenance, parce que dans nos installations, comme tout type d'industrie, ont besoin d'avoir une maintenance. Elle est très importante dans notre secteur d'activité parce que on travaille avec des matières premières, on l'a cité, l'uranium, le plutonium, ça peut être aussi des matières chimiques, si on parle du Tricastin. Et bien, ça ne fait pas bien vieillir les installations, tout ça. Donc, il y a effectivement beaucoup de maintenance qui est assurée sur nos usines. On a la radioprotection. Alors ça, c'est vraiment le métier propre à notre filière. La radioprotection, c'est le métier qui fait à la fois le gendarme sur nos usines, sur nos sites, mais qui est aussi le conseil, le contrôleur, voilà, toute une panoplie, j'allais dire, de petits hommes bleus. Je dis petits hommes bleus parce qu'ils ont tous des
des combinaisons bleues, pour bien les reconnaître. Ils sont là pour que l'ensemble des salariés qui travaillent dans nos usines travaillent en toute sécurité du point de vue de la radiologie et de la dosimétrie sur nos installations. Qu'est-ce qu'on a encore? Donc, on a parlé effectivement des métiers assainissement, démantèlement. Ça, c'est effectivement spécifique. Mais on en retrouve aussi sur nos usines, hein. Pas forcément celles qui sont en démantèlement, mais il faut nettoyer régulièrement nos installations, faire des sorties de déchets, hein, pour que nos salariés travaillent dans de bonnes conditions. Et là, on va retrouver les métiers de l'assainissement. Et puis, les métiers du laboratoire aussi. On a, que ce soit sur le Tricastin ou sur Melox, on a de grosses équipes laboratoires. Alors, c'est du labo, analyse chimique essentiellement, et un peu de laboratoire environnement également. Voilà, pour vous illustrer de façon un petit peu concrète quel type de métier. Et ça, ce sont vraiment les métiers sur lesquels tous les ans on recrute. Les chiffres qu'on vous a donnés, que Bruno vous a donnés tout à l'heure, c'est autour de ces métiers-là. Oui. Quelles sont les conditions pour entrer dans l'UBR? Qu'est-ce que vous entendez par condition? À niveau judiciaire et tout. Alors, je vais répondre, ça peut varier un petit peu en fonction des métiers, mais retenez comme ça, c'est du bac+2. Aujourd'hui, aujourd'hui, quand on veut recruter un technicien de production, un analyste de laboratoire ou la radioprotection, c'est un petit peu différent parce qu'ils ont leur propre filière de formation. Mais il y a encore quelques années, c'était le niveau bac avec un petit peu d'expérience. Aujourd'hui, le niveau bac, je vous avoue, moi je recrute, c'est mon job au quotidien, c'est très compliqué. Donc on est plutôt sur du bac+2. Il avait dit au niveau judiciaire. Alors, au niveau judiciaire, Bruno en a fait un petit peu référence tout à l'heure. Il y a une enquête, ce qu'on appelle une enquête administrative pour entrer chez nous. Alors, que vous soyez alternant, que vous soyez CDD, vous êtes administratif. Eh bien, c'est de vérifier que toutes les personnes qui rentrent sur nos sites, qui travaillent sur nos sites, ne mettent pas en danger nos activités et par nos activités, bien sûr, les salariés et l'environnement. Donc, il faut être clean, hein, je vais vous le dire comme ça. Oui. Et attention, parce que les niveaux d'habilitation, je le dis parce que voilà, j'ai la chance de m'adresser à un public jeune, très jeune. Les niveaux d'habilitation ont été renforcés. Aujourd'hui, voilà, à partir du moment où il y a un délit, ça peut être sur la route, voilà, des choses qui peuvent être banales pour vous, la jeune génération, vous ne rentrerez pas sur nos sites. C'est pas que des délits sur la route. Hein. Je vais être encore plus clair. Par la fumette et bon voilà, ça marche pas. Quoi. Autant se dire les choses. C'est la vraie vie. Vous aviez une question? C'est quel poste le plus adapté pour une alternance comme question? Alors, je vais venir sur l'alternance. Ok, c'est peut-être la bonne transition d'ailleurs pour avancer. Tout à fait. Et je n'ai pas perdu votre question toujours. Qu'est-ce qu'il faut faire pour venir chez nous? Voilà, c'est ça. À part ne pas être debout sur la fumette. Alors, ceci dit, mes métiers là, parce qu'effectivement, on a donné les masses les plus importantes. Hein, c'est bien sur les 4-5 métiers qu'a cité Antonia qu'on recrute. Ayez quand même en tête. Vous avez compris qu'on recrute sur des métiers à dominante technique, massivement, on va dire, à partir du niveau bac+2 et au-delà, hein, parce qu'on recrute aussi pas mal d'ingénieurs. Donc, vous êtes au début de la scolarité et rien ne vous empêche d'aller au bout.
Mais en termes de diversité de métiers, chez Orano, on a identifié 254 métiers. Donc il y a quand même de quoi trouver chaussures à son pied. Voilà. Ce qui est important aussi à signaler, puisqu'on est sur la partie métier, avant de parler d'alternance, c'est quand vous avez 254 métiers, que vous avez des moyens de formation conséquents, vous avez la possibilité d'évoluer, de progresser, autrement dit acquérir des responsabilités, mais vous avez aussi la possibilité, bien évidemment, de changer de métier en interne, grâce à la formation professionnelle. Oui. Et c'est là votre métier. Directeur. Moi, je suis directeur des ressources humaines. Donc, je ne suis pas de la production, je ne suis pas des labos, je ne suis pas de l'assainissement des entraînements, moi, je m'occupe des autres. Alors, comment on fait pour entrer chez Orano? Alors déjà, là aussi, parce que vous êtes une population un peu spécifique, vous allez poursuivre les uns et les autres, en tout cas, pour ceux qui le souhaitent, vous allez poursuivre vos cursus scolaires. Je vous dis franchement, je suis un fervent supporter de l'alternance. Alors pourquoi et puis quand je dis je peux parler au nom du groupe Orano. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on accueillait 200 alternants tous les ans sur le périmètre sud-est. Je ne suis pas tout seul à penser ça. Pourquoi? Il y a plusieurs intérêts sur ce type de dispositif alternance. Bon, d'abord, pour nous, on va raisonner un peu à notre niveau. Quand on est une entreprise comme la nôtre, 16 000 personnes dans le monde, et puis après des implantations territoriales, et on pèse dans le quartier, je vous ai dit, on représente 5500 salariés dans le sud-est. Orano, moi, en l'occurrence, aussi, je considère qu'on a une responsabilité territoriale. Alors, ça veut dire quoi? Ça, c'est des gros mots, c'est une responsabilité territoriale, pardon. Ça veut dire plus simplement, et ça veut dire d'abord d'accepter d'ouvrir ses portes. Toutes les entreprises n'ouvrent pas leurs portes à la jeunesse. Donc ouvrir ses portes et puis participer à l'effort de formation au niveau territorial, dans sa région. D'accord? C'est comme ça qu'on peut vous aider les uns et les autres à vous mettre le pied à l'étrier. Vous mettre sur une orientation qui débouche sur l'emploi. Donc d'abord, la boîte, le groupe Orano, elle assume cette responsabilité qui est d'ouvrir ses portes et de participer à l'effort de formation des jeunes et des moins jeunes, parce que l'alternance, ce n'est pas aussi que des jeunes. La deuxième chose, raisonnons aussi un peu pour nous, c'est maintenir des compétences sur les territoires. Les gens qu'on recrute, pour beaucoup, c'est aussi des gens qui viennent assurer la relève, de collègues qui partent en retraite. C'est la vraie vie, ça. D'accord? Donc, qui dit la relève, c'est bien aussi de participer à l'effort de formation, parce que ça veut dire qu'on maintient des cursus dans les régions et qu'on a au final la possibilité de recruter en région. Maintenir des compétences sur le territoire. De votre côté, parce que pour certains, vous êtes peut-être enracinés dans la région sud-est, mais je sais que ça fait partie des inquiétudes aujourd'hui des jeunes, pour trouver de l'emploi, de se dire, il faut peut-être partir, je ne sais pas où, à Paris, ou... bon. Ça veut dire aussi, à votre niveau, donc la possibilité d'apprendre un métier et de rester sur le territoire. Donc c'est important. Vous êtes gagnant, on est gagnant. Parce que nous, je vous dis, ce qui nous intéresse, c'est d'organiser la relève. Et puis, dernier point, et c'est pour ça que je fais partie des fervents supporters de l'alternance, c'est plus à démontrer, l'alternance, c'est un vrai tremplin vers l'emploi. L'alternance, c'est de l'insertion professionnelle. Alors, je ne veux pas opposer les gens, je ne dis pas il faut qu'il y en ait pour tout le monde. Il y a les filières conventionnelles, il y a les filières d'alternance. L'alternance, pourquoi c'est un plus? L'alternance, il y a plein de choses qui font qu'effectivement, c'est un vrai plus. La première chose,
parce qu'il faut bien démarrer un jour dans la vie. L'alternance, c'est de l'immersion. C'est de l'immersion, c'est-à-dire que vous allez découvrir la réalité de ce qu'est une entreprise avec des exigences. Des exigences, il y en a partout, il y en a ici, au lycée, mais il y en a aussi dans l'entreprise. D'accord? Donc ça, c'est une immersion et la découverte, en fait, du monde du travail. Ça, c'est le premier point. Quand je dis ça, comprenez bien déjà que vous êtes en train de prendre une petite longueur d'avance. Une fois de plus, je ne veux pas opposer les gens, mais vous prenez une petite longueur d'avance. Vous saurez au moins ce que c'est qu'une entreprise. La deuxième chose, l'alternance, c'est un vrai job. N'allez pas imaginer, alors même si 30 ans en arrière, on parquait des stagiaires ou des alternants à faire des photocopies au fin fond, ça c'est révolu, c'est complètement terminé. Il y a un cadre très précis, il y a un apprentissage à délivrer, tant à l'école que dans l'entreprise, et c'est un vrai job que vous allez tenir. D'accord? C'est une mission, un poste. 1 année, 2 années, 3 années selon les cursus. BTS, c'est 2 années, l'école d'ingé, c'est 3 ans. Puis pour certains diplômes, comme une licence ou autre, ça peut être 1 an. Donc là aussi, vous voyez bien la différence. En sortie d'alternance, vous aurez des choses à mettre sur votre CV. Je vous ai dit, c'est une vraie expérience. Vous avez eu un job et vous avez des compétences, ce qui vous différencie un petit peu de quelqu'un qui n'aurait pas encore mis les pieds dans l'entreprise. Et puis après, alors on aime ou on n'aime pas, mais je trouve tout à fait intéressant aussi le modèle qui consiste à alterner, son nom l'indique, une période théorique. Tout le monde n'est pas fait, et je dirais même, j'en ai eu à la maison, parce que j'ai des enfants, tout le monde n'est pas fait pour faire que de la théorie. Quoi. Il y a vraiment, on se demande à quoi ça sert. Donc là, vous avez la possibilité, par les séquences à l'école et dans l'entreprise, de passer en fait de la théorie à la pratique. C'est aussi simple que ça. Donc c'est de l'apprentissage accéléré, de mon point de vue. Et puis dernier point, le gros avantage de l'alternance aussi, c'est que vous êtes pris en charge par un tuteur. Donc ces gens-là, ce sont des experts techniques. Pour les anciens, eux-mêmes ont connu à l'époque, ils ont été pris en charge par un maître compagnie. On les appelle. Même si ça paraît lointain, c'est pas si loin que ça. C'est ces gens-là, en fait, qui perpétuent, c'est un peu une tradition, qui vous ouvrent les portes et qui sont prêts, en fait, à nous transmettre leurs connaissances et leur savoir. Et ça, c'est au final, ce que vous faites à l'école et ce que vous faites dans l'entreprise, c'est quelque chose qui est très sécurisé. Il faut être quand même complètement à côté de la plaque pour sortir de la route. Donc, c'est des parcours qui sont complètement sécurisés. Oui. Je suis dur, c'est d'y rentrer, je pense. Moi, j'aimerais bien qu'il soit bien au courant de. Vous faites un tri, c'est obligatoire. Vous avez un certain nombre de postes à pourvoir d'alternants à chaque année. Oui. Et il faut bien leur expliquer quand vous faites. Ah oui. Il faut se battre un peu là. C'est partout, je veux dire, comprenez bien. Excusez-moi, à Villeneuve, on n'a pas compris la question. La question, j'ai essayé de rester fidèle. Oui, allez-y. En fait, elle est centrée sur la sélection. La sélection qui est faite sur quels critères pour intégrer un groupe comme le nôtre. Que bien évidemment, on ne prend pas tout le monde. Les opportunités, on vous a dit, elles sont de l'ordre de 200. Maintenant, sur une campagne d'alternance, je vais vous donner quelques ficelles. On reçoit peut-être tous les ans 10 fois plus, si ce n'est pas 3 fois plus. Donc forcément, il y a un tri à faire. Il y a une sélection à faire. C'est un recrutement qui n'est pas tout à fait comme les autres. Parce que Antonia peut en parler mieux que moi, mais quand vous recrutez un CDI, un CDD, généralement, ce sont des gens qui ont une expérience professionnelle, qui viennent vous voir avec des compétences à mettre sur la table. Alors, il y a aussi toute la partie comportementale, bien évidemment, qui est importante. Des trucs tout bêtes, hein, vous pensez quand même, la tenue. Je ne présente pas
on se présente devant un employeur, hein, c'est pas la kermesse du dimanche. Et je dis c'est certainement le recrutement le plus difficile à faire parce que on va être un peu sur la science molle, quoi. Donc qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder effectivement des aspects comportementaux. Donc vous êtes à l'aise, vous n'êtes pas à l'aise. Après, ne soyez pas flippés pour autant. Un recruteur digne de ce nom, et je n'ai que des recruteurs dignes de ce nom dans mon équipe, il va faire la part des choses. Si vous c'est pas grave. On est tout à fait à même de comprendre que vous n'avez jamais mis les pieds dans une entreprise, que c'est un premier entretien et que vous avez du temps pour parler effectivement. Donc c'est à nous de relativiser aussi, d'accord? Bon, maintenant, quelqu'un qui est complètement fermé, une idée, ça va poser problème, et à l'inverse, quelqu'un qui a tout vu, tout entendu, complètement extraverti, ça va poser problème aussi. Donc il y a un aspect comportemental qui joue, ça c'est évident. Après, on vous accorde bien évidemment le bénéfice de ne pas avoir de compétences, peut-être quelques savoirs ou quelques aptitudes par rapport au poste qu'on a à vous proposer. Donc ce qu'on va jauger prioritairement, c'est votre motivation. Vous voyez, je disais, c'est de la science molle. Pourquoi vous êtes là? Si vous venez juste et que vous nous répondez parce que je cherche un poste en alternance, ça va pas le faire. Hein. On va aller un peu plus loin, hein, parce que vous avez choisi cette filière parce que vous avez envie de faire ce métier. Et puis au-delà de ça, c'est quand même important. Vous voyez un tout petit peu plus loin que le bout de votre nez, et vous imaginez là aussi votre parcours professionnel. Vous avez un projet professionnel. Voilà, donc les critères, très ramassés, enfin, j'espère que ça répond à votre question. La question elle est surtout là. Et comment ça s'adresse à vous? Pour Jean Villard, la question était comment on s'adresse à vous présenter sa candidature. Être retenu, c'est autre chose. Voilà. Je vais rajouter à ce que vient de dire Bruno, parce que moi je recrute, hein, en particulier les alternants. Il y a un élément que je vais regarder, c'est systématique, ce sont les relevés de notes. Alors, les relevés de notes, je vais m'intéresser autant aux notes, ça donne une indication, mais surtout aux commentaires. Ce qui peut différencier, lorsqu'on a le choix, ce qui va différencier des candidats, c'est le savoir-être qu'il a eu au long, on demande en général les 2 dernières années. Et c'est ça qui fait la différence. Alors, moi, en tant que recruteuse, c'est ça qui fait la différence. On peut parfois ne pas être forcément à un très haut niveau de résultat en termes de notes, mais si les efforts sont là, si l'engagement est là, si le sérieux est là, ça c'est important et ça, on peut prendre le pari pour l'entreprise. Si les comportements ne sont pas là déjà à ce niveau-là à l'école, il n'y a pas de place dans le corporatif. Concrètement, on entend par là l'appréciation du professeur pour chaque conseil de classe. Tout à fait. Et vous allez valoriser un BTS à un autre ou par exemple, vous allez préférer recruter un alternant avec un BTS IRA ou un BTS environnemental? Non, la question c'est est-ce qu'avec un bac pro, vous avez des enfants actuellement? Ou est-ce qu'il faut obligatoirement avoir un BTS? Est-ce qu'on peut faire BTS chez vous? Oui, bien évidemment, BTS, ça représente en alternance 60% de nos recrutements. Donc vous faites un petit ratio, vous êtes plus scolaire que moi, 60% de 200, et vous aurez une... Pour Jean Villard, la question était... avec un bac pro, est-ce que je peux prétendre? Et oui. Par contre, ce qui est intéressant... C'est pas ça, c'est en fait, on voulait savoir si c'est un BTS IRA est plus avantageux qu'un BTS. Oui, mais ça, on va en parler. Je répondais à une première question.
Maintenant, ce qui est intéressant de savoir pour vous, le profil des bacs pro ici, ce sont des Là, c'est des MLR, ok, et des STI 2D. D'accord, donc c'est pour vous resituer les profils et pourquoi il y a ce type de questions. Voilà. Après, reste la demande privilégiée à un recrutement Bac plus 2, quel type de BTS? Alors, SIRA, MSA, donc, et bioqualité aussi maintenant. Ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est qu'en fait, l'essentiel de nos recrutements était sur des profils techniques, donc des formations techniques. On a un panel, et on est ouvert à un panel assez large en termes de type de formation. Quand on parle de nos métiers, maintenance, exploitation, typiquement, c'est la mécanique, c'est l'électrotechnique, c'est l'automatisme, le contrôle commande. Donc, toutes les formations Bac plus 2 qui sont plus ou moins orientées autour de ces domaines-là, on est preneur et on est recruteur sur ces formations-là, sur ces diplômes-là. Alors, il y a des diplômes qui sont un peu plus, un peu moins. Je vous avoue qu'on a un tel déficit sur le bassin d'emploi de jeunes qui ont ces formations qu'on est de plus en plus ouvert un peu par la force des choses. Quand bien même on voudrait cibler un seul BTS ou deux BTS, on est ouvert parce qu'on a un vrai déficit. Aujourd'hui, ça peut peut-être vous surprendre, c'est compliqué de recruter sur le bassin d'emploi. Pardon? Sur le bassin d'emploi. Sur le bassin d'emploi. Bon, sur la région. Villeneuve des Avignon, Rochefort, Rochefort, Saint-Esprit, et voilà. C'est compliqué. Et tout à l'heure, quelqu'un d'autre a levé la main? On peut poser une question aussi à Jean Villard et après. Oui, vas-y Arnaud. Moi, je vais condenser un peu toutes mes questions, donc il y a des choses un petit peu différentes. D'une part, moi ce qui m'étonne, c'est au niveau là, c'est le professionnel plutôt qui parle que l'élève, c'est je relis pas une question d'élève. C'est sur le lycée Albert Einstein, il y a quand même 2 BTS qui sont intéressants en termes de développement de compétences sur Orano, et dont sort chaque année une vingtaine, je pense, de diplômés. Et est-ce que vous communiquez auprès de ces BTS, d'une part pour les informer que leurs compétences sont intéressantes pour votre entreprise? Alors, 2 choses. Donc, l'un, c'est notre présence aujourd'hui. Mais au-delà de ça, donc, que ça soit Madame Gomez ou moi-même, on est vraiment captifs du lycée Albert Einstein. On travaille avec tous nos partenaires, hein, et donc, ils ont un agrément CFA. Là aussi, le rayon est assez large, selon les besoins, les typologies. Donc, nos besoins, alors, ça va rejoindre la question de votre collègue sur comment on fait, c'est quoi le mode d'emploi. Mais en tout cas, oui, les alternants à Einstein, on en prend aussi à proximité sur le lycée Sainte-Marie, qui là aussi est partenaire ou associé au campus. On est bien là aussi à utiliser les ressources du quartier. Mais je parlais de ceux qui sortent de la formation initiale également. Ceux qui sortent des BTS de formation, pas initiale, de formation hors apprentissage. Ça, comprenez bien que si je vous vante les mérites de l'alternance, c'est que on a plutôt une propension à. Je vais être très cru, mais c'est la vraie vie aussi. Donc je ne suis pas là pour un baratin. Entre des gens qu'on n'a jamais vus de près ou de loin et des gens qu'on a eus sur une période assez longue de 2 ans, qu'on a pu jauger en situation, forcément, ça ne veut pas dire qu'on ne trouvera pas les autres à un moment. Mais on a forcément, je vais dire autrement, l'alternance, je vous disais, c'est un tremplin vers l'emploi.
Mais notre politique, c'est aussi une démarche de pré-recrutement. D'accord. Je vous remercie. Et j'ai donc une autre question là qui est plus pour l'élève qui est avec nous. Au niveau des écoles d'ingénieurs, donc vous travaillez principalement avec quel type de formation? Est-ce que ce sont plutôt des ingénieurs généralistes ou vous recherchez des ingénieurs dans des spécialités précises? Bon, là aussi, on n'est pas sectaire. On a des partenariats, bien évidemment, mais non, c'est relativement ouvert. On travaille avec l'école d'ingé de Saint-Étienne, par exemple. L'ENIS, c'est ça? On travaille avec Chimie Montpellier, on travaille, enfin, je pourrais faire une liste à l'après, les INSA, les arts et métiers. Et dernière question pour ceux qui regarderont la vidéo éventuellement de notre échange. Au niveau des formations, des alternances pour les élèves tertiaires, des personnes qui voudraient intégrer le monde de l'administratif davantage, est-ce que vous prenez des alternants dans la branche administrative de l'entreprise Orano? Une réponse en 2 temps. Comme beaucoup d'entreprises sous contrainte d'optimisation de leur charge de structure. Excusez-moi, c'est un peu jargonneux, mais pour autant, on a mis la pédale douce sur les recrutements administratifs. Donc, ma réponse est en 2 temps. Un, c'est vraiment une minorité qu'on prend en alternance. Parce que là, pour le coup, on sort de cette logique de pré-recrutement. Et je dirais même à l'inverse, ça serait assez malsaine. Ça consiste excusez-moi, là aussi, c'est la vraie vie, mais ça consisterait à utiliser de façon détournée l'alternance comme de l'intérim. C'est pas le but. Et dans le même registre, à partir du moment où on prend des alternants, c'est qu'ils ont une chance de déboucher sur l'emploi. C'est très compliqué sur les filières administratives. D'accord. Ça répond à votre question? Oui, merci. Alors, maintenant, comment faut faire? La question, et ça me paraît important quand même, qu'on ne parte pas sans vous dire ce qu'il y a à faire. Alors, le pratico-pratique, ça y est, notre campagne alternance, vous voyez, on est à peine sorti d'une campagne alternance. Alors, en plus, avec le Covid, l'espace-temps, on a un peu chamboulé les uns les autres, on ne sait plus où on habite, mais pour autant, l'alternance, on recrute en gros du mois d'avril, mars-avril, jusqu'à l'été, quoi. Fin de l'été, pour ça. Bon. L'alternance, c'est une course contre la montre. Là aussi, je ne veux pas paraître pour un élitiste, mais plus on s'y prend tôt, plus on se donne la chance de capter les meilleurs profils, quoi. Parce que la concurrence est rude. Il n'y a pas de la place pour tout le monde. C'est comme ça. Donc, quand je dis c'est une course contre la montre, on vient de lancer, je vous dis, on a fini de recruter quelques mois en arrière, et on est déjà sur la nouvelle campagne. Donc là, on est en phase de recueil des offres au niveau du périmètre Orano, sur tout le territoire, parce que ce n'est pas nous, RH, fonction ressources humaines, qui décrétons ou rencontrons les besoins. Je vous dis, derrière, il y a des tuteurs, il y a des besoins. Donc on est sur cette phase de recueil. Pour être plus clair encore, on aura fini probablement de consulter toutes ces demandes, ces offres, qui ont été validées, bien sûr. Ça aussi, on les regarde sous un angle très recrutement. On aura fini de valider tout ça probablement autour de mi-mars. À partir de là, la démarche elle est simple. Parce que je suis désolé, on ne sait pas faire autrement. À l'époque, on passait des CV sous le manteau. À cette époque, elle a aussi révolu depuis bien longtemps. Donc, dès lors que nos offres sont validées, elles sont publiées sur notre plateforme de recrutement. D'accord? Donc, vous faites Orano Group. Il n'y a plus de truc derrière. Mais, ou Orano Recrute. Non, peu importe. Vous faites Orano Recrute et vous allez pouvoir regarder comme un site de recherche d'emploi, à la fois toutes les offres de l'alternance, à la fois ça va, c'est que le deuxième, toutes les offres d'alternance. Donc vous aurez en visu, je pense,
allez, à 80-90%, il y a toujours des petits retardataires. Mais à horizon 15 mars, alors, nous, on n'attend pas le 15 mars pour envoyer tout d'un coup. On va les faire au fur et à mesure de ce qu'on reçoit. Donc, vous pouvez commencer à avoir un œil un peu aiguisé à partir du début mars. Et sur le site, il y a les décisions. Ou après, vous adressez. Alors, sur le site, vous allez candidater. Voilà, tiens. D'accord, vous allez candidater, donc, avec d'autres, bien sûr. Et sur cette base-là, on va faire une sélection. Et à partir de là, vous serez convoqué en entretien. Si votre candidature. Donc, c'est important aussi, mettez du soin sur la façon de vous présenter, votre CV. C'est aussi important, c'est une façon d'accrocher le recruteur. Je crois qu'il y a une question qui est importante aussi, c'est est-ce que sur le site, on voit l'évolution de son dossier? Vous ne verrez pas directement. D'accord, non. Ok. Non. Il faut attendre éventuellement Oui. un premier entretien. Oui, parce que, allez, on va peut-être recevoir sur certains postes, là aussi, tout dépend du volume qu'on a à faire, hein, parce que ça peut être assez large sur certains types de postes. On va commencer, vous imaginez bien, par recevoir tous les gens qu'on a sélectionnés avant notre décision. Ça peut prendre un petit peu. Combien de temps? C'est ce que je viens de dire, c'est-à-dire en fonction du nombre de. Non, mais j'étais peut-être pas clair, mais vous avez le bénéfice de. Non, ce que je disais, c'est en fonction de la volumétrie, du nombre de candidats, et puis surtout du nombre de postes. Il faut nous laisser après le temps de nous dérouler les entretiens et de faire une sélection avant de vous dire c'est OK. Je pense que d'une manière raisonnable, attendez-vous au moins à un trimestre. Ouais. Non, Non, ça pas forcément. s'étale. Hein, ça Ça s'étale. Effectivement, on va démarrer les recrutements, enfin, les entretiens, pardon, à partir de début avril. Ensuite, effectivement, le gros des entretiens va s'étaler entre début avril et fin juillet. Un petit peu sur août, mais c'est déjà une fin de campagne. On peut avoir des réponses au fil de l'eau. Alors, si on a des réponses négatives, on peut les avoir très vite aussi, quoi. Donc, c'est très variable en fonction des postes, mais nous, notre intérêt, c'est de clôturer des postes le plus tôt possible aussi. Hein. Donc, on n'est pas dans une logique, on fait durer, il n'y a pas de réponse. Dès qu'on avance sur des dossiers, on donne les réponses correspondantes. Une dernière question, c'est. Je ne sais pas si je suis à partir avec ce code, mais c'est important pour vous. Je présume que vous avez un réseau de sous-traitants également qui travaille régulièrement avec vous. Au niveau de ces sous-traitants, est-ce qu'il y a des possibilités aussi d'avoir des contrats en alternance? Et comment on fait pour s'adresser à eux? Est-ce qu'on peut passer par vous? Est-ce que vous pouvez. Non, là, forcément, chacun est autonome. Alors, ce qui est important aussi, parce que même si on ne recrute pas après tous nos alternants, la question elle a du sens, parce que ça fait quand même, là aussi, quand je disais qu'on travaille au niveau du territoire, on ne travaille pas que pour nous, on travaille aussi pour nos partenaires sous-traitants. Maintenant, les choses sont bien cloisonnées. Sinon, ça s'appelle du délit marchand. Une question, madame? Oui, on voudrait savoir c'est combien la rémunération entre l'alternance. Là aussi, il y a des barèmes, alors je ne peux pas vous dire comme ça, c'est fonction de votre. Alors, il y a deux paramètres qui rentrent en ligne de compte. Il y a le niveau de diplôme qui est visé et l'âge du candidat. C'est selon ces deux critères. Bon, pour vous donner une fourchette, c'est entre 70 et 80% de SMIC. Oui, mais C'est une fourchette, hein, ça commence à 65 et ça va au-delà de 80. Mais la fourchette moyenne, c'est entre 70. vous êtes quand même formé et vous êtes indemnisé. C'est quand même pas négligeable. Vous suivez une formation dite classique, entre parenthèses, il faudrait terminer avec tout ça. Parfois, vous ne renseignez rien. Vous êtes là que la moitié du temps, en plus. Voilà, et cela vous coûte. Donc, on a un cours, on est payé aussi. Oui, ça, vous voyez avec le. De toute façon, c'est la sérieux. Juste une petite chose, ne vous affolez pas que les jeunes partent.
c'est pas l'intervention, c'est qu'il y a des cars. Et voilà. Donc les bus, c'est ainsi. Quand quelqu'un écrit en alternance comme ça, est-ce qu'il a, s'il va jusqu'au bout du cursus, est-ce que vous avez un contrat qui dit que ils sont obligés de travailler pour vous pendant un certain temps ou ils sont libres après Non, enfin, au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas d'engagement de ce type. Oui, allez-y. Oui. Allons-nous être habilités à la fin de ces 2 ans, quoi? C'est-à-dire habilité. Est-ce qu'on sera habilité à travailler après ces 2 ans en militaire? Vous aurez un diplôme à faire valoir. Après, si vous avez le bonheur de rester chez nous, vous aurez suivi tout le cursus, ça c'est dans la continuité. Maintenant, si ce n'est pas chez nous, vous arriverez, comme je le disais tout à l'heure, avec une expérience sur votre CV, des habilitations que vous en avez donc. Et c'est vous qui décidez de rester chez moi après ces 2 ans? Non, je suis pas autocrate, moi. J'ai jamais mis un pistolet sur la tempe. Puis en plus, je pense que le résultat, l'effet escompté, serait pas bon. De contraindre les gens à rester. Mais vous savez, les gens, ils seraient plutôt sur des parterres pour rester. Et au niveau de la défense, c'est une semaine ou un mois? Selon les cursus, ça peut bouger, mais généralement, oui, c'est une alternance à la semaine. Et peut-être, d'écouter peut-être ça. Donc, il y a l'alternant qui réussit son alternance par la délivrance d'un diplôme. Et par la suite, s'il est embauché, la chance d'être embauché, parce que c'est peut-être une chance à un moment donné, Bien sûr. parce que vous pouvez être compétent, on vous a tout expliqué. Par la suite, chez Orano, tout au long de sa carrière, il va recevoir des formations régulières, Des formations, des possibilités d'évolution en termes de responsabilité, puis la possibilité aussi, pourquoi pas, de changer de métier. Donc, pour beaucoup, une fois qu'on est rentré dans la maison, c'est notre cas tous les deux, on a la possibilité de bouger, aussi d'un point de vue géographique. Voilà, messieurs, dames. J'ai une question. Hein? J'ai une question. Vous avez vu sur votre site, le site Orano, Oui. une fois que non, vous savez, là où vous postulez. Oui. Justement, ce que vous demandez, parce que vous recherchez, comment vous postulez. Une fois que c'est terminé, vous les supprimez ou vous les laissez? Parce qu'il y avait une. Non, il y a une mémoire dans nos fichiers de recrutement, mais vous savez, c'est une matière qui est très périssable, ça. Postuler sur l'alternance, on ne va pas les repiocher dedans. Parce que moi, je cherche beaucoup en ce moment. Et il y avait une offre d'alternance en technicien système. Et j'avais postulé, du coup, je voulais savoir si ça comptait ou pas. Chez nous, actuellement, les offres, elles ne sont pas publiées. Parce qu'il y avait justement, il y avait une offre et il demandait un CV, une de motivation. Oui, c'est ça, c'est classique, c'est une candidature classique. Du coup, c'est inutile. Mais je ne sais pas à quoi vous faites référence, je vous dis, nos offres sur la campagne, elles sont pas encore publiées. Mais là, vous venez de dire quelque chose d'important, c'est la lettre de motivation. Chaque mot que vous allez employer va montrer votre personnalité et l'intérêt que vous portez pour la formation que vous souhaitez. C'est très, très important, cette lettre de présentation, de motivation. J'ai remis la fiche du groupe et vous voyez www.orano.group. Donc là, vous aurez après les chemins, les onglets qui vont vous permettre de. Et puis soyez curieux, allez voir autre chose que simplement la plateforme de recrutement, puisqu'il y a des tas de vidéos métiers, alors on ne vous en a pas passé, parce qu'on a souhaité privilégier l'échange avec vous. Mais vous verrez de visu, c'est quand même le mieux, des gens travailler et s'exprimer sur leur métier. Et justement, je rajoute, vous avez notre site jmfbagnole.fr sur lequel il y a un lien vers notre chaîne YouTube et il y a 17 vidéos d'Orano dessus. Donc, vous avez au moins une quinzaine de vidéos de profession, de métier. Donc, c'est très important. Et avez-vous des mails directs
Si vous attendez que je vous donne le lien, vous l'aurez pas. Enfin, pas direct, mais genre. Non, mais tout passe par la plateforme. C'est la seule façon que nous on s'en sort. Vous imaginez bien quand vous appelez au rameau, qu'on en est plus à traiter le papier, quoi. C'est bien tenté, c'est bien tenté. Ça vous a plu, là? Oui, on va la question. Pardon? Consulter comment? On les demande. Je les demande au moment où je vous convoque en entretien. On va vous demander, en vue de cet entretien, de venir ou de nous fournir préalablement vos relevé. De la. Combien je sais pas combien. 2 ans. De la maternelle jusqu'à. Ça dépend sur quel type de poste vous postulez. Par exemple, si vous postulez pour un BTS, on va vous demander le bac, l'année du bac. Si vous êtes en licence pro, quelque chose de supérieur au BTS, on va vous demander pour L'année précédente. J'ai 2 années d'avance. Moi, j'ai une question. Vous avez vu, quand on est étudiant du permis de conduire et qu'on n'a pas de moyen de transport, est-ce que vous finissez un véhicule de société? Non. Avec un attaché. Pas encore, ce sera peut-être Bon, avec par un contre, je vous passerai le message à vos copines. J'ai vu peu de. La gente féminine n'est pas trop représentée dans l'ANSMI. On est très preneur de féminiser nos métiers techniques. Donc, ça peut être aussi un atout. Et c'est possible, hein, parce que là aussi, il y a beaucoup de croyances. On pense que la technique est réservée aux hommes et que les postes dans nos usines, c'est des métiers d'hommes. Pas du tout. Pas du tout. La technique, telle qu'on, j'allais dire, on la met en œuvre aujourd'hui, comme je vous ai dit, on est en salle de conduite, on pilote à distance des automates. C'est tout à fait à la portée de femmes. Et quasiment l'exclusivité de nos métiers sont ouverts aux femmes, et on a là aussi une vraie carence de candidatures de jeunes femmes sur nos métiers. On est très porté sur l'égalité professionnelle et très porté aussi sur les personnes en situation de handicap. Ça fait aussi partie de l'inclusion, de l'insertion professionnelle. Donc ça peut aussi décliquer quelquefois un peu les termes. Et d'ailleurs, sur les vidéos qui sont passées sur YouTube, je crois que la moitié sont des vidéos féminines. Peut-être. À peu près. De ce que, de mon bon souvenir. Oui. On va écouter. J'ai une autre question. Allez. C'est possible de, par exemple, faire une alternance pour la licence. Alors là, les 2 ans d'alternance, on les passe dans une autre entreprise. Et si on veut faire une licence de nucléaire, on vient là-bas. Oui, on peut toujours accrocher un moment avec, au contraire, une autre expérience, c'est intéressant. Après, nous, ce qu'on n'aime pas trop, pour des jeunes qui seraient arrivés chez nous sur un niveau BTS, notre recommandation, et à partir du moment où on a envie d'accompagner quelqu'un, évidemment, c'est de lui faire faire un tour, d'éviter de le laisser simplement sur une seule et même culture. Autrement dit, c'est toujours intéressant de passer du Tricastin par Mélox, par d'autres métiers. Ça aussi, ça a un intérêt. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne fin de journée. Merci, Olivier. Ne ratez pas plus. Voilà. Merci beaucoup. Et là, je vais arrêter. On était encore en enregistrement. Je vais laisser filer les questions, parce que c'est toujours très intéressant. Merci pour votre présence. Vous allez? Oui, mais c'est exactement ce qu'ils attendaient, ce qu'on attendait. Et avec une assemblée relativement. C'était participatif. C'était participatif.